de l'Afrique de l'Ouest. Les parties prenantes se retrouvent ce jeudi à Cotonou pour une session de 3 jours. Ces acteurs venus de divers horizons vont passer en revue les différentes actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme en sa composante 1. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également du tirage au sort de 2000 jeunes bénéficiaires de la formation durable de la composante 2 du projet d'inclusion des jeunes en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce jeudi dans la salle de conférence du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. En sport, la Fédération béninoise de handball et l'Association de la presse sportive du Bénin organisent depuis le lundi 13 novembre 2023 une formation de 5 jours au profit des journalistes sportifs. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de la spécialisation des hommes des médias et dans ce cas de figure promouvoir le handball béninois. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 48 heures après le vote pour le second tour de l'élection présidentielle au Libéria, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a livré ses constats sur le déroulement du scrutin. C'est à travers une déclaration préliminaire rendue publique ce jeudi. La CEDEAO félicite le peuple libérien pour avoir voté dans le calme et la discipline le mardi 14 novembre 2023. Elle invite par ailleurs les candidats, les partis politiques et leurs militants à rester sereins jusqu'à la proclamation des résultats officiels par la Commission électorale nationale. Les deux candidats, quant à eux, sont invités à privilégier les voies de recours prévues par la loi en cas de contestation des résultats. Je vous propose un extrait de la déclaration. The mission notes with concern the challenge that some of the ECOWAS election observers faced in the course of their duty. In some polling stations, observers were not given the required information upon request by the polling agents who appeared hostile to them. These unfortunate occurrences happened particularly in St. Paul River District in Monserrado County. For instance, at the Fiamma Cavalry Baptist School polling station in Greater Monrovia, Monserrado County, the presiding officer flatly refused to cooperate with our teams in providing information despite the observers clearly identifying themselves with their accreditation. Although this is an apparently isolated incident, we felt that it was a gross violation of the established procedures on election day, and we thought we needed to bring attention to it. The mission further notes that notwithstanding few incidents of non-cooperative attitude exhibited by some few polling officers, the polling process generally proceeded smoothly and in a largely peaceful atmosphere. Eligible voters were able to freely exercise their franchise. The mission also commends the Electoral Management Body NEC and their agents or officials for the marked improvement in processing voters while greatly accelerating the voting process. The ECOWAS Election Observation Mission wishes to appeal to all stakeholders, particularly the political parties, candidates, and their supporters, as well as the general citizens, to remain calm and patiently wait for the official declaration of the results by the National Electoral Commission, which is the sole authority mandated to do so under the law. Finally, the mission highly commends the electorate for the patience and sense of patriotism exhibited by them, and would wish to urge the same display of high sense of maturity while awaiting the official announcements of the results by the National Elections Commission. In conclusion, the ECOWAS Observer Mission notes that the electoral process has exposed the Liberian society as sharply divided and requires urgent steps to foster greater inclusivity in governance, social cohesion, and national unity beyond the elections
by whoever emerges victorious in the runoff elections. Voilà, c'était à l'instant un extrait de la déclaration préliminaire de la CEDEAO sur le scrutin tenu mardi dernier au Libéria. Au Bénin, le gouvernement était ce jeudi à la barre parlementaire pour répondre aux questions posées par les députés, notamment la question du député UPR Lafia Oumarou sur la réhabilitation du palais de Niki et la construction de l'arène de la Gani, un projet pour lequel le gouvernement est en train d'investir plus de 5 milliards de francs CFA. Nous allons suivre ici les explications du ministre de la Justice, Yvon Detchenou, qui représentait pour la circonstance le gouvernement et les appréciations de l'auteur de la question. Suivant. Le projet de construction du palais royal de Niki et de l'arène de la Gani a été inscrit au terme des projets du programme d'action du gouvernement. Ce projet s'inscrit également dans la cohérence globale de l'action du gouvernement en matière de conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, de maîtrise et de réappropriation du narratif sur le Bénin et par conséquence le développement touristique. Ce projet vient substituer le palais royal actuel qui paraît trop petit pour permettre un fonctionnement satisfaisant des rites du roi, également pour l'accueil de la fête de la Gani et pour accueillir dans les conditions décentes l'ensemble de la famille royale. Le coût total du projet est de 5 354 762 857 francs CFA et ce budget est entièrement pris en charge sur le budget national. Le délai d'exécution est de 16 mois. 16 mois qui ont commencé à courir du 10 mars 2023 et qui vont s'achever au 9 juillet 2024. J'ai été impressionné par le montant du projet ainsi qu'aux différentes infrastructures qui sont en train d'être érigées. C'est pourquoi je voudrais, au nom des populations de la commune, des populations de l'aire culturelle Batonou-Ebo, remercier le président Patrice Talon et son gouvernement. Merci pour le fait que ce programme qui est en train d'être réalisé date de 20 ans. En effet, les conseillers communaux de la première mandature ont, en décembre 2003, délibéré sur le domaine de 20 hectares devant servir à la construction du nouveau palais. Ceux de la deuxième mandature ont réalisé le levé topographique en 2008 et ce n'est qu'en 2023 que les travaux ont effectivement démarré. Merci pour le fait que le gouvernement du président Patrice Talon vient de régler une préoccupation qui tenait à cœur non seulement les populations de la commune de Niki, mais aussi et surtout l'ensemble des populations de l'aire culturelle Batonou-Ebo. Et lorsqu'on parle de l'aire culturelle Batonou-Ebo, il faut voir les 8 communes du Borgou, les communes de Kandi, Banikwara, Gorgounou et Segwana dans le département de la Libori, les communes de Kérou, Kouandé et Ouassa dans le département de l'Atakora, et enfin les communes de Kosoboso et de Kayama dans le Kwara State au Nigeria. Comme vous pouvez l'imaginer, la réponse du gouvernement a suscité des réactions au sein des députés. Nous allons suivre ici les réactions des députés Orden Aladati, Eric Rondete Maligomina, Raouf Sariki et Armand Ganser au sujet de la réhabilitation du palais de Niki et de la reconstruction de l'arène de la Gani. Nous allons suivre. Le gouvernement et son président ont dit le développement, ça y est. C'est ça l'alternative et c'est ça le développement. Et c'est pourquoi tout le Bénin devrait féliciter ce qui est en train d'être fait. Moi, je viens un peu du milieu de la culture. Avant 2016, c'était du saupoudrage. Quelques millions qu'on met pour la restauration de tous les palais royaux du Bénin. Allez demander au ministère de la Culture, c'est ce qui se faisait. Pour la réhabilitation du palais de Niki, 5 milliards. 354 millions. C'est ça. C'est bon, il faut le dire ça. Et je souhaite que l'honorable Lafia prenne un cahier et prenne la liste de tous ceux qui ne vont pas se joindre à lui pour remercier le gouvernement.
qu'il le fasse et qu'il aille rendre compte au roi de Niki. Parce que c'est ça. C'est de notre argent qu'il est question. Et là où je voudrais mettre l'accent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est que cet argent-là, mais ce n'est pas cueilli quelque part. Hein. Parce que là, on a dit 5 milliards, 300 et quelques millions, et c'est le budget national. Donc il y avait cet argent dans ce pays. À vrai dire, Monsieur le Président, quand j'ai lu la question et que j'ai vu que vous avez transformé la question en question orale, je me suis demandé quelle était la motivation. En question orale avec débat, j'ai cherché la motivation. Mais je viens de comprendre qu'il s'agissait d'organiser une séance de remerciement. Donc, allez dire que moi, Éric Rondeté, je vous félicite et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait cela, mais ajoutez que j'ai dit que c'est un devoir, c'est une obligation pour vous de le faire. Il s'agit d'un patrimoine national qui a des impacts économiques, culturels, touristiques. Et qu'un gouvernement le fasse, il n'a rien d'autre à faire que de faire ça. Je suis même tenté de dire que c'est déjà trop tard. Parce que c'est un programme PAG 1. PAG 1, on a fini avec ça depuis. Dans 2 ans, on aura fini avec PAG 2. Donc, faites en sorte que ce palais soit entièrement construit avant 2026. Monsieur le Président, je voudrais féliciter le gouvernement pour cette œuvre immense qui est en train d'être faite pour la culture de notre pays. Ce qui est en cours à Niki mérite que nous félicitons, que nous encourageons et demander d'en faire encore beaucoup plus. Monsieur le Président, et ce n'est pas Niki seul, que ce soit à Porto Novo, que ce soit à Ouida, que ce soit à Bomé. Bientôt, dans toutes les régions du Bénin, le gouvernement est en train de poser des actes pour que la culture, ce qu'on nous a enseigné à l'école, ne disparaisse pas. C'est un acte louable qu'il faut féliciter. Et je voudrais, au nom de toutes les populations de la région de Niki, au nom de tous les fils de cette région, puisque j'en fais partie, remercier le gouvernement et dire que c'est un bon début, il faut poursuivre dans l'effort et que les gouvernements qui vont se succéder vont tresser les nouvelles cordes sur ce qui est en train d'être fait et qui devait être fait, qui ne l'a pas été. Lorsqu'on sait que ce royaume a mis 20 hectares pour ce projet, on pouvait intégrer beaucoup d'autres choses, comme ils l'ont dit. Lorsqu'on parle du royaume Bariba, c'est le cheval. Un hippodrome pouvait être construit dedans. Un musée aussi. Un hôtel de la Ghana aussi. Voilà un projet mal conçu. On vient nous vanter cela dans la salle. On n'a jamais vu autant de sous affectés au profit de la réhabilitation d'un palais au Bénin. J'encourage le gouvernement à aller de l'avant et à ne pas écouter les gens qui ont accusé tellement de retard sur le développement de ce pays. Loin du palais de Niki et loin de l'arène de la Ganée, il sera bientôt inauguré pour le bonheur des populations de l'ensemble des pays de la CEDEAO, le Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité. Demain vendredi 17 novembre, les acteurs clés du secteur de l'électricité de la sous-région vont procéder à son inauguration. 72 heures avant, ils ont tenu une conférence de presse pour expliquer aux professionnels des médias les retombées de cette initiative du WAP, une institution spécialisée de la CEDEAO. Tédé Goudalo pour le compte rendu. Face aux professionnels des médias,
2 acteurs ayant œuvré pour la mise en place du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité de la CEDEAO. C'est une plateforme commerciale régionale qui va coordonner le fonctionnement du système régional d'énergie électrique. L'importance de ce centre pour les pays de la CEDEAO est ici présentée aux journalistes à quelques heures de son inauguration. Après 2 décennies de grands travaux, je dirais même de travaux titanesques, qui ont abouti à l'interconnexion des réseaux électriques de 14 pays membres de la CEDEAO, la réalisation du CIC, donc du Centre d'information et de coordination, est un jalon important de notre stratégie visant à rendre l'électricité disponible à des coûts abordables au profit de nos populations. L'infrastructure va permettre aux entreprises publiques comme privées éligibles des pays de la CEDEAO d'acheter et de vendre l'énergie électrique selon une procédure transparente, ouverte et compétitive. C'est un projet qui est financé à hauteur de 30 millions d'euros par l'Union européenne. Nous voulons accompagner la région dans son ambition de développer un réseau électrique interconnecté, régional, moderne, efficace, qui soit basé sur un marché transparent et bien sûr qui soit approvisionné par une part importante d'énergie renouvelable. Ce partenariat est en phase avec les grandes stratégies phares de l'Union européenne. À terme, le fonctionnement du centre pourra être pris en charge sur une redevance sur les transactions réalisées dans le cadre du marché régional de l'électricité. Nous sommes vraiment très contents de travailler ensemble avec le WAP depuis plusieurs années. Nous avons été associés à tout le déroulement de ce long chantier qui a permis d'aboutir à cette inauguration. La cérémonie d'inauguration du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité est prévue pour le vendredi 17 novembre prochain. En attendant cette mise en service, les professionnels des médias ont eu droit à une visite des différents compartiments de ce centre. 5 ans après l'exécution du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, les parties prenantes se sont une fois encore donné rendez-vous ce jeudi à Cotonou. Pendant 3 jours, ces acteurs venus de divers horizons vont passer en revue les différentes actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme en sa composante 1. Reportage. L'heure est à la reddition de comptes pour ces acteurs venus de différents horizons. 5 ans après la mise en œuvre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, ils exposent ici les acquis de la composante 1 du programme intitulé « Mise en place du service régional d'information pastorale ». Le SRIP a pour objectif global de contribuer à faciliter et améliorer la prise de décision dans le domaine du pastoralisme et de la transhumance. La présente rencontre nous permettra de faire le bilan général des activités avec l'ensemble des acteurs associés à la mise en œuvre du projet et de présenter les acquis majeurs du projet à l'issue des 5 années de mise en œuvre. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo sont les pays bénéficiaires de ce projet exécuté sous financement de l'Union européenne à hauteur de 3,5 millions d'euros. Je voudrais, au nom de la CEDEAO et de l'UEMOA, nous réjouir des résultats obtenus au regard des difficultés qui ont été, en tout cas, soulignées pendant tout le processus de mise en œuvre. Mais comme vous le savez, le système régional d'information pastorale est un outil d'aide à la décision pour des autorités régionales, mais également pour l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l'élevage pastoral. Au thème de l'exécution de la composante 1 du dit projet, le service régional d'information pastorale a à son actif des résultats qui militent en faveur de la facilitation de l'accès des acteurs du pastoralisme à une information technique régionale intégrée, fiable et dynamique. Bien d'autres exploits réalisés grâce à ce projet ont été exposés à l'assistance.
À l'actif de cette composante, je parle de la composante 1, on peut citer entre autres la production régulière d'informations pastorales, la mise en place d'un géoportail et d'une bibliothèque numérique fonctionnelle pour le système SILS, mais également les contributions significatives de la composante dans l'opérationnalisation des systèmes d'élevage mobile en Afrique de l'Ouest et au Sahel et dans l'élaboration de la stratégie régionale de développement des élevages et de sécurisation des systèmes nationaux pastoraux en Afrique de l'Ouest et au Sahel. En dépit des efforts consentis par les différentes parties prenantes pour parvenir à une transhumance apaisée, des défis restent encore à relever. Ces acteurs en sont bien conscients et ne ménageront aucun effort pour y arriver. Matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin, c'est le thème de la rentrée académique 2023-2024 à l'université d'Abomey-Calavi. Les activités ont démarré par une cérémonie officielle organisée à l'amphithéâtre Idriss Déby. Pour l'ensemble des autorités, cette nouvelle année académique est placée sous le signe de l'adéquation, formation et réalité du monde moderne. Reportage. C'est à nouveau la sérénité ici à l'université d'Abomey-Calavi pour le compte de cette rentrée académique 2023-2024. La communauté universitaire inscrit cette activité dans le cadre de l'engagement dans la formation des élites de la nation que l'institution a pris. Le rendez-vous souligne la nécessité au monde universitaire de poursuivre les efforts de recherche et de maintenir le cap de la créativité et de l'innovation au service du développement. L'université d'Abomey-Calavi considère cette manifestation qui nous réunit tous les ans comme une occasion pour mieux se faire connaître des milieux non universitaires afin de densifier son réseau de partenariats et de renforcer ainsi les opportunités d'insertion professionnelle au profit de ces apprenants en cours ou en fin de formation. La rentrée académique solennelle de l'année 2023-2024 intervient dans un contexte où tous les universitaires sont interpellés en leur capacité ou non à apporter des réponses concrètes aux défis de développement auxquels sont confrontés aussi bien les autorités politiques que les humbles citoyens. En me dégageant de toute intention de banaliser ces interpellations, j'aimerais rassurer l'opinion nationale et internationale que l'université d'Abomey-Calavi ne faillira pas à sa mission première, celle de panthéon dynamique d'élaboration et de division du savoir, à charge au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires à l'application concrète à grande échelle de ces savoirs fondamentaux, finement mis au point dans nos unités de recherche et laboratoires. L'approche disciplinaire de la formation et de la recherche au niveau du supérieur cette année laisse découvrir les enjeux du développement sur lesquels l'université d'Abomey-Calavi souhaite se pencher. C'est d'ailleurs là tout le bien fondé du thème central, matériaux composites au service du développement des infrastructures au Bénin. Si dans cette logique et pour le compte de cette année 2023-2024, nous avons choisi de mettre l'accent sur les matériaux composites, c'est que l'université d'Abomey-Calavi a jugé utile de rappeler à notre conscience collective et d'y inscrire durablement l'idée que l'utilisation responsable des ressources naturelles et des savoirs locaux est une solution fiable et durable pour un développement viable. Notre pays et l'Afrique en tireraient des bénéfices inestimables pour le mieux-être des communautés si, tant par les choix individuels que par des décisions de politique publique, nous nous mobilisons autour de cette évidence. Cela devient d'ailleurs une urgence quasi vitale face aux crises répétées qui secouent nos communautés nationales ou régionales, que ces crises soient politiques, sanitaires, économiques, climatiques, etc., etc. La thématique inaugurale a été développée en conférence par le professeur Mohamed Djibi Gaye. Il faut dire que le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a été précédé dans sa prise de parole par le représentant des organisations estudiantines et le représentant des syndicats du personnel des enseignants. Chacun a laissé transparaître son cri de cœur à sa manière, synonyme de doléances et même de revendications. Le professeur Félicien Ablessi n'est pas resté sourd à la série d'exigences de ses apprenants ni de ses collègues enseignants. Il dit avoir pris la mesure de la situation et que son équipe se dévoue au mieux pour appeler les solutions idoines aux questions précises. Le tirage au sort de 2000 jeunes bénéficiaires de la formation durable de la composante 2 du projet d'inclusion
des jeunes en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle a été effectuée ce jeudi. C'est dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue à la salle de conférence du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Voici le compte rendu. 10 069 au départ et 104 578 apprentis artisans à être enrôlés pour bénéficier de la formation offerte dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet d'inclusion des jeunes. Mais la cérémonie qui réunit dans cette salle partenaires et responsables du projet vise à sélectionner 2000 jeunes devant constituer la première cohorte des bénéficiaires. À cet effet, les candidats sont répartis dans 4 groupes manuels mais également électroniques. Le tirage au sort s'est déroulé en présence du clerc assermenté de huissier de justice. Il y a longtemps, le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a fixé au rang des priorités la formation professionnelle. Et c'est pourquoi la stratégie de l'enseignement technique de la formation professionnelle a été élaborée et est en cours de mise en œuvre actuellement. Et l'un des projets phares de cette stratégie est le projet d'inclusion des jeunes qui va essentiellement à l'endroit des artisans. La composante 2 du projet d'inclusion des jeunes a pour finalité de former en 2 phases 4 000 jeunes pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Elle prend en compte au moins 20 métiers et cette étape est la deuxième d'un long processus. La prochaine étape, c'est de travailler en fait sur ces groupes d'apprenants qui ont été identifiés, étant entendu qu'ils s'entrent dans un dispositif expérimental qui sera évalué pour voir en termes d'appui technique quels sont les effets des appuis qu'on apporte à ces différents groupes. Mettre sous contrôle en fait la liste des apprenants, quand je dis mettre sous contrôle la liste des apprenants, c'est de procéder à un filtre total et de regarder si c'est effectivement les vrais noms des apprenants qui sont là pour éviter d'avoir des erreurs sur les listes qui sont présentées. Représentant le maire de Cotonou, le chef du 12e arrondissement apprécie l'initiative. Je remercie d'abord le gouvernement et les partenaires, la Banque mondiale, qui ont quand même su financer et organiser ce processus qui consiste essentiellement à travers le projet Prodigue à sélectionner les jeunes artisans et des apprentis et les maîtres apprentis pour suivre des formations. Il ressort du tirage que les groupes d'artisans B et C bénéficieront d'un appui partiel, tandis que les maîtres d'apprentissage et les apprentis du groupe T seront appuyés. Quant au groupe A, il n'aura droit à aucun appui. Si un groupe est déterminé, nous pouvons mettre à votre disposition les bénéficiaires de chaque groupe. Le Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du département du Littoral a tenu ce mercredi sa 2e session ordinaire au titre de l'année 2023. Plusieurs questions sont abordées au cours de cette séance, notamment la lecture des amendements et l'adoption du compte rendu de la première session ordinaire du CDCC. Les travaux de cette 2e session sont lancés par le préfet du département du Littoral. Nous allons suivre. Les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC du département du Littoral, se réunissent en session ordinaire pour la 2e fois au titre de cette année 2023. Une exigence des dispositions de l'article 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Cette session nous permettra de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la première session et de prendre connaissance de quelques communications portant sur la restitution des résultats des tournées d'assistance conseil effectuées au cours de l'année 2023 par les chargés de mission, les nouvelles réformes induites par le Code foncier et domanial en République du Bénin, l'état des lieux de la vaccination, programme élargi de vaccination de routine dans le département du Littoral, le point de mise en œuvre des interventions du projet SWED dans le département du Littoral. Le Conseil départemental de concertation et de coordination est la plus grande instance décisionnelle du département du Littoral. Cette 2e session intervient plus de 8 mois après la première qui s'est tenue le jeudi 23 février 2023. Enfin, nous aborderons des questions diverses relatives notamment à la mise en œuvre des instructions du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale faites lors de sa tournée dans les arrondissements,
l'avancement des projets structurants de la commune tels que la construction des gares routières, la création des guichets uniques de protection sociale, la libération des espaces publics, la prise en compte des observations du préfet suite au contrôle de légalité des actes de la commune, etc. Je vous invite donc à une participation active afin que nos travaux sortent des recommandations et des décisions idoines qui permettront à la commune de Cotonou d'avancer un peu plus sur la voie du développement urbain et du mieux-être des populations. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du département du littoral durent une demi-journée et se déroulent dans la salle de conférence de la préfecture de Cotonou. Et justement, Cotonou abritera du 24 novembre au 2 décembre 2023 le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique sous le parrainage de la mairie de Cotonou et du ministère de la Culture. C'est à travers une conférence de presse tenue ce mercredi 15 novembre 2023 que les organisateurs ont donné les détails sur la quintessence de la 8e édition du Festival MIA 2023. Voici le point de la conférence de presse. Le Festival MIA 2023, donc la 8e édition, aura lieu du 24 novembre au 3 décembre 2023 à Cotonou, sur un nouveau site que nous avions choisi, qui n'est rien d'autre que la plage Figuerossais, fin pavé, qui va abriter les manifestations de la 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique. Alors, comme innovation, cette année, nous avons le prix spécial du meilleur orchestre que nous avions dénommé le prix spécial Adepo Yapo du meilleur orchestre traditionnel, en hommage à ce illustre ethnomusicien qui a été pour le festival MIA le président du jury international. En dehors du prix spécial, nous avons toujours la catégorie, les compétitions classiques du festival MIA, où cette année nous avons 4 catégories. La catégorie meilleur guitariste solo, la catégorie meilleur pianiste, la catégorie meilleur instrumentiste avant et la catégorie meilleure composition 100% live. Les orchestres ont compéti dans ces différentes catégories. Ils ont été nominés et ils sont prêts pour venir jouer à partir du 24 novembre prochain sur la grande scène du festival MIA, où les compétitions vont pouvoir permettre de départager les meilleurs qui seront récompensés lors de la nuit des orchestres d'Afrique, qui permettra justement de rendre un hommage mérité à 2 icônes de la musique africaine, à savoir le maestro Bonkana Maïga du Mali et Fifi Fender du Bénin. Au-delà de ces aspects festifs, nous avons également des activités scientifiques où nous avons une table ronde qui va pouvoir parler du thème de la digitalisation de la promotion musicale en Afrique. Quelle est la part du marché de la musique africaine et comment les instrumentistes jouissent-ils de leurs droits d'auteur et des droits voisins. Nous avons également des activités de formation où nous avions pris on fait un partenariat avec l'organisation culturelle Nos Cultures qui va pouvoir former des journalistes béninois, une dizaine. La formation a d'ailleurs démarré en ligne et qui va pouvoir être concrétisée pendant les 10 jours du festival en présentiel sur la critique musicale et la production de podcasts. Au-delà de ces activités scientifiques, nous aurons tous les jours sur le site du festival des concerts qui sont en off, des concerts qui sont également des compétitions et également des démonstrations et des animations diverses. Voilà la quintessence de ce que le comité d'organisation prévoit pour l'édition 2023. En sport à présent, la Fédération béninoise de handball et l'Association de la presse sportive du Bénin organisent depuis le lundi 13 novembre 2023 une formation au profit des journalistes sportifs. C'est une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de spécialisation des hommes des médias et dans ce cas de figure promouvoir le handball béninois. La formation s'étend sur 5 jours. Reportage. L'une des missions que s'est assignée l'Association de la presse sportive du Bénin, c'est de travailler pour la spécialisation des journalistes sportifs. Installé il y a un peu plus de 2 mois, ce nouveau creuset, en collaboration avec la Fédération béninoise de handball, offre déjà à ses membres une formation pour mieux couvrir les activités de la discipline.
Mais ce que nous objectons, c'est faire de telle sorte que si nous avons 200 journalistes au plan sportif ici au Bénin, que nous n'ayons pas forcément les 200 en handball, mais si nous avons les 200 en handball, que nous ayons les 200 qui savent de quoi ils parlent. C'est de ça qu'il est question. Dans la dynamique telle qu'évoquée par le président de l'APS Bénin, la nécessité de faire spécialiser les journalistes est une évidence. Oui, le besoin est là et il se fait déjà remarquer à travers l'engouement des hommes des médias à la publication de l'appel à manifestation d'intérêt. Nous avons constaté que les confrères se sont mobilisés, nombreux pour prendre part à cette formation. Parce que quand on a jeté un coup d'œil sur le courriel, on a eu 61 candidatures. C'est évident que pour 20 places, on ne pourra prendre 61 personnes. Certains n'ont pas été retenus. Ce n'est que partie remise parce que, on ne peut pas former 61 personnes alors qu'on veut former 15 et finalement on veut former 20. C'est une formation de 5 jours qui est assurée par des experts. Amélie Goudjo et Jocelyn Velure, respectivement consultants et journalistes, tous spécialisés au handball. Nous sommes en train de faire un travail et nous considérons que vous êtes un maillon très essentiel dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour bâtir une industrie sportive autour du handball. Je vous exhorte à beaucoup d'assiduité, à suivre résolument les cours. Et comme le président de la l'APS l'a dit, vous étiez 61, il n'y a que 20. Vous avez le devoir d'apprendre, de bien apprendre, mais aussi de restituer. L'autre objectif de cette formation est d'amener les journalistes à contribuer à la promotion du handball béninois. De son côté, l'association de la presse sportive du Bénin rassure ses membres que cette initiative n'est que le début d'une longue collaboration. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.